Bonjour, bienvenue à tous les trois sur le podcast OK. Donc aujourd'hui, on reçoit la famille Chani et on est très très content de vous recevoir sur notre podcast. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu rapidement pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore? Par Jules. C'est moi qui commence? Ouais. Ok. Juliette, moi je m'occupe de la section féminine chez Impact Jiu-Jitsu. Que dire de plus? On va en dire beaucoup tout à l'heure, donc vas-y Sam, je te laisse. Moi, c'est Samuel. Donc, moi, je m'occupe des cours avancés, compétiteurs, pareil, au sein de Impact Jiu-Jitsu. Et voilà, on va en parler. C'est Gabriel. Du coup, moi, je suis petit frère. Quand on regarde physiquement et tout, des fois, on se demande. Mais c'est ça, on a 2 ans d'écart. Donc voilà, moi, je suis petit frère. Je donne des cours à Impact aussi. Alors, l'année dernière, je donnais un peu plus de cours. Cette année, on a un peu changé. Mais voilà, je m'occupe des débutants, du nogi et quelques cours aussi avancés aussi. On a un autre coach aussi, mais qui n'est pas là aujourd'hui, sinon le club ne peut pas ouvrir. On a dû faire des sacrifices. Donc vous avez un coach en plus dans l'équipe Impact. Ouais. Un de nos élèves qu'on a formés. Trop bien. Et donc votre club, il est à Aix-en-Provence, c'est bien ça? C'est ça. Oui. Enfin, le Tolonnais, c'est une commune d'Aix-en-Provence. D'accord. On est collé à Aix-en-Provence. Et ça fait combien de temps que ça a commencé cette aventure Impact? Ça fait un an. C'est notre deuxième rentrée. Ouais. En fait, historiquement, on a commencé il y a quelques années déjà, peu de temps après avoir démarré le Jiu-Jitsu. Parce qu'on a démarré le Jiu-Jitsu, les garçons, il y a 7 ans et moi, je les ai rejoints il y a 6 ans. Et en fait, très rapidement, au bout d'un an, on a décidé d'ouvrir notre club. Alors, en jetant des tapis dans une salle de CrossFit, puis en allant dans une autre salle de muscu. Enfin, on a un peu traîné On a dans bricolé. divers endroits et bricolé pendant environ un an. L'histoire, elle est folle. Un jour, on racontera tout. Je pense qu'un jour, ça fera vraiment le sujet d'une vidéo. Et puis, on a fini par se poser dans une première salle à Aix pendant 3 ans, une salle en centre-ville d'Aix. Et puis là, depuis, c'est notre deuxième rentrée dans cette salle un peu plus grande au Tolonnais qui nous permet d'accueillir, d'avoir un potentiel un peu plus grand. Parce que Gab et Sam et Teddy, du coup, font ça de manière professionnelle, ils font que ça. Moi, j'interviens un peu de manière plus bénévole sur les cours, on va dire. Et voilà, donc il fallait avoir un peu plus de potentiel, une salle un peu plus grande. Donc là, c'est la deuxième rentrée pour cette salle-là. Ça prend du temps, je pense, d'avoir une grande infrastructure. Et il faut passer par des étapes avant. Il ne faut pas brûler les étapes. On a ces années où on a en quelque sorte galéré. Ça nous a permis de créer un groupe qui nous a suivis, qui nous a aidés à monter ce projet. Ce n'est pas notre projet à tous les trois, c'est vraiment un projet d'équipe. Oui, parce qu'il faut avoir pas mal d'élèves quand même pour avoir Ouais. une grosse salle et avoir les reins solides pour C'est clair. gérer la salle. Ouais. Une base d'élèves, ça permet de dire on va serrer la ceinture un peu les premiers mois, mais ça va le faire. Et puis le monde apporte le monde, puis le bouche à oreille. Et puis l'aventure se fait, quoi. Puis l'été dernier, il y en a pas mal qui ont passé des soirées à repeindre, à faire du parquet, tout ça. En fait, on a donc, trouvé, ça faisait 6 C'est ou une vraie 7 famille. mois qu'on cherchait vraiment de manière intensive le local. On l'avait trouvé, on a mis des mois à se mettre d'accord et avant la signature. On l'a signé début août pour une ouverture en septembre. Sauf qu'il n'y avait pas d'électricité, c'était directement la brique au sol, donc et on avait peu de moyens. Donc en fait, et on s'entraînait dans une toute petite salle du coup au centre-ville. Et on a dit aux gars, écoutez, si vous voulez une grande salle en septembre, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Faut y Du coup, aller. on a fait une équipe et je pense qu'on a travaillé vraiment en nuit et jour. Il y avait une espèce de Ouais. deadline pour septembre, la rentrée, il Ouais. fallait que ce soit prêt. Et du coup, tout le monde a donné un coup de main. On avait des gens de tous les corps de métier, puis des gens qui ne savaient pas faire et qui ont appris sur le tas. Puis on a fait notre main sur nous. On avait un électricien qui nous a aidés pour l'électricité. Et on a tout fait pour que ça soit prêt le jour J. Et on a été prêt pour la rentrée. Donc, mais c'est cool parce que c'est vraiment tout le monde a créé, a construit la salle, quoi. C'est trop génial parce que nous, on a un peu une histoire comme ça aussi dans notre club. Et c'est vrai que ça crée une famille, Ouais. un vrai groupe autour de l'idée de faire Mm. du jiu-jitsu ensemble. Donc c'est très très cool. Il faut savoir qu'on a commencé Jiu-Jitsu à 7 ans et on a des élèves qui sont là depuis 7 ans avec nous. Et ils nous ont suivis dans toutes nos péripéties. Ouais, en fait, ils ont cru en nous quand on mettait quand on mettait des tapis dans une salle de CrossFit qui faisait 0 degré, que je leur dis, on va peut-être perdre la salle parce que là, même physiquement, c'est Les dangereux. orteils, En fait, les orteils on peut aussi. pas s'entraîner ici, il fait 0 degré dans la salle. Donc, ils ont dit, mais on va trouver autre chose. Et ils nous aidaient à trouver des. Alors que je pense qu'il y en a plein qui nous auraient abandonnés. Ils disent, bon, les gars, on vous aime bien, mais on va trouver quelqu'un qui a une salle qui est en place. Et
Et voilà, maintenant, en fait, 99% du groupe nous a suivis jusque-là et aujourd'hui, ils ont la récompense parce qu'on est trop bien. Et en plus, on a fait la déco en fonction de ça. Tout le monde nous dit, on dirait qu'on est dans votre salon. On se Ouais. sent trop bien. C'est la maison, quoi. On Et passe donc, du vous temps. enseignez depuis que vous avez commencé Jiu-Jitsu. Vous avez Presque. suivi un maître, quelqu'un ou- Alors, C'est le moment où on raconte tout. C'est le moment où on raconte, oui, comment vous êtes arrivés au Jiu-Jitsu en fait, tous les trois. il y a tout simplement, il y avait du jiu-jitsu dans notre salle de judo et Ouais. c'était après. Donc, à l'époque, on voulait pas faire du jiu-jitsu, même on se moquait du jiu-jitsu. Bah, le C'était quoi? judo au sol, c'était un peu mal vu à l'époque. C'est vrai que maintenant, ça a changé avec le jiu-jitsu. Mais tu parlais de Newaza, tu parlais de judo au sol. Les arbitres ne laissent pas travailler. On n'avait pas trop envie d'en entendre parler. L'élite, c'est ceux qui font du debout, quoi, qui font Ouais, du c'était judo. un peu ça. Et de voir des mecs Et on avait cette qui se jettent sur les mentalité. fesses, on se dit, qu'est-ce que c'est ça? Oui, en plus, c'était frustrant. On allait au jiu-jitsu après le cours de judo, ils se jetaient sur les fesses et on pouvait rien faire. Et au final, du coup, on enchaînait les cours de judo, le jiu-jitsu après les cours de judo, parce qu'on voulait être plus fort au judo. C'était avec Sacha à l'époque. Ouais, c'était avec Sacha Marguerite à l'époque. Et vous étiez tous les trois dans le même club de judo? Elle n'avait pas commencé encore le jiu-jitsu. Elle était encore moi, à l'INSEP. Moi, je suis arrivée à cette époque-là, quand ils ont commencé, je m'entraînais à l'INSEP. J'étais voilà, toujours en structure d'élite, on va dire, en judo. Et puis, j'ai eu une blessure et puis une non-acclimatation, on va dire, à la vie parisienne et à cet environnement-là. J'ai eu envie de changer. Puis quand je suis redescendue, que puis j'avais plus de judo dans ma vie, il y avait quand même un vide qui s'était créé. Et la petite anecdote, c'est que c'est ma mère qui connaissait Sam, du coup, puisqu'on faisait du judo, par contre, à l'époque, plus jeune, parce qu'on faisait les regroupements de pôles ensemble, et qui m'a dit Samuel, il a l'air de faire un truc drôle, là, va t'occuper, va avec lui. Et du coup, je me rappelle, il est venu me chercher et on est allé. Je suis allée tester ça avec lui, Gab à l'époque aussi, et finalement, je suis toujours là, quoi. Voilà, donc c'est comme ça que je les ai rejoints. Et du coup, voilà, on faisait du judo pour être meilleur jiu-jitsu et petit à petit, on faisait du judo pour être meilleur jiu-jitsu. Donc en fait, Ouais. on a échangé la balance, on commençait à prendre de plus en plus de plaisir au jiu-jitsu. Je pense qu'on avait fait le tour de ce qu'on pouvait voir au judo. Puis en fait, on sortait de structure. Donc quand on n'est plus en structure en judo, ça vaut plus la peine parce que on avait touché un peu du haut niveau, on va dire. Et s'entraîner tous les jours pour faire du 3e division ou même toucher à peine le 2e division du bout des doigts, ça nous plaisait plus. Alors que on avait vu qu'au jiu-jitsu, on pouvait vite faire du championnat de France, du championnat d'Europe, juste sur inscription, en s'entraînant comme ça. Donc on s'est dit, pourquoi pas, mais essayer de retoucher l'élite du haut niveau, mais dans un autre sport. Ouais. Et Donc c'est on, une transition qui s'est faite quand même assez en douceur, j'ai l'impression. entre ouais, les ça a mis deux. du temps quand même. Là, Ouais. on parle de presque 2 ans. Bah, à cette époque-là. surtout qu'on est à l'époque où moi j'ai 18 ans, Sam il a 20 ans. On est un peu au top niveau sur notre forme au judo, ceinture noire, compétiteur. On arrive au jiu-jitsu, on se fait On est les fumer moins par forts. des gens, ils font peut-être le même loisir et on se retrouve un peu frustré et à se dire bon ça me plaît pas ce truc. Et c'est vrai que C'est jamais notre faute si on n'est pas fort. au fur et à mesure on a commencé à comprendre les principes. Et après, en fait, la section a fermé. Sacha s'est fait muter sur Orléans. À cette époque-là, ici, c'est la diagonale du vide du jiu-jitsu, à part sur Marseille, mais nous, on est des Aixois, donc aller sur Marseille, c'est un périple, s'il y a les bouchons. Enfin, on y allait au pôle à l'époque en judo, mais taper 45 minutes, 1 heure de bouchon, c'est dur. Oui, pour s'entraîner 3 fois par semaine. C'est ça. Et puis, il faut se garer et tout dans la jungle urbaine de Marseille. Donc, on s'est dit, il n'y a rien autour. On a trouvé 2 petits clubs, enfin petits, autour de nous. Donc, on a réussi avec ces 2 clubs à avoir 3 ou 4 créneaux, en allant chercher 2 créneaux dans chaque club. Donc, on s'est entraîné dans ces clubs-là. Puis après, on s'est dit, au bout de quelques mois, on s'est dit, en fait, il faut qu'on ouvre notre club. On n'a pas le choix. Il y avait aussi des élèves qui attendaient ça, donc ils nous ont suivis là où on s'entraînait. Et en fait, dès la ceinture bleue, on est parti au Brésil. Et quand on est rentré du Brésil, on a ouvert notre club. Donc c'est pire que ça, c'est qu'on a fait les déclarations en préfecture depuis le Brésil. Ouais. La pour première ouvrir asso. l'association. Ouais. On était au Brésil, dans notre auberge de jeunesse, et on faisait les déclarations en préfecture pour ouvrir notre asso. Mais vous avez décidé ça au Brésil? C'est genre, allez, on y va, on se lance? Non. Ou c'était déjà prévu un peu avant? Une semaine avant, on a acheté les flexi-rolls qu'on avait jetés dans une cave. C'est allé assez vite parce qu'en fait, c'est à la fin de l'année. Ce que tu dis pas, c'est que c'est à la fin de l'année, en fait, où justement, on nous a annoncé que la section allait fermer, donc courant juin, et on s'est dit, pour la rentrée prochaine, il faut qu'on trouve une solution. Et sauf qu'on avait déjà pris les billets pour partir au Brésil,
Donc, on a fait ça un peu tout en même temps, quoi. Et donc, on réfléchissait au tapis. Enfin, voilà, une semaine avant, on les a achetés, on les a stockés dans le garage de mes parents. Mm. Et puis ça s'est vite enchaîné. On a trouvé une première solution dans cette salle de CrossFit, Ouais. puis une autre salle. Et puis, on a fini par ouvrir après une vraie salle à Aix. Et au Brésil, vous avez fait un périple pour voir plusieurs mètres ou vous suiviez quelqu'un de Moi, particulier? mon but, c'était de faire de la compétition. Donc, on est resté 2 mois au même endroit et on s'entraînait 3 fois par jour. Mais on s'est entraîné c'était chez dans qui? plusieurs clubs. Une dizaine de clubs. Ah oui, quand même. Ouais, presque une dizaine. On est passé Ares à Copacabana. On est s'entraîné à Felipe Costa à Felipe Ipanema. On est passé chez Gracie Barra, GF Team. De la Riva, GF Team. Et le gros, c'était chez Nova Uniao. Ouais, Notre maître qui nous a suivis. Robinho, qui nous suit depuis toujours, qui est en Suisse, qui était à l'époque Kimura. Kimura, anciennement Nova Uniao. Du coup, ils nous ont accueillis à bras ouverts. C'était C'était dans une favela, c'était la salle de José Aldo. Voilà, C'était un projet c'est- social de José Aldo. D'accord. Donc tout était gratuit. Il y avait du MMA, de la lutte, du judo, de la capoeira, il y avait de tout. Et du coup, après, on a pris notre habitude. Et les 2 clubs qu'on a sélectionnés dans tous ceux qu'on a essayé, c'était Nova Niao le matin. Et après, je faisais 1 heure de Uber pour aller m'entraîner dans le centre de Rio à la GF Team Meilleur. Donc, et là, c'était vraiment un gros niveau. Mm. Moi, j'étais le rame de repos. Il y a des juvéniles qui m'explosaient la garde, il y a des filles qui me faisaient des soumissions à la volée. C'était une bonne école, quoi. J'étais ceinture bleue. Je venais de gagner le championnat de France. Donc pour moi, j'étais le king. Une ceinture bleue qui gagne les championnats de France, on est au top de notre forme. Bah, là-bas, ça remet les pieds sur terre. Ah ouais. Et, mais c'est comme chez nous, il n'y a pas toutes les salles qui a un gros niveau. On a fait quand même une dizaine de salles. Il y a des salles, par contre, de compétition comme celle-ci, où, ce qui me rappelle, j'ai encore cette image, il y avait un dortoir avec minuscule, avec des lits sur 3-4 étages. Et les jeunes, ils dorment toute la semaine là. Après, ils retournent chacun dans un coin du Brésil, là où ils habitent. Et la semaine, ils s'entraînent à fond 3 fois par jour, position, sparring, thème. Et c'est vraiment professionnel. Et leur but, c'est de percer pour partir aux États-Unis. Se faire repérer par une grosse salle des États-Unis pour partir du Brésil. D'accord. C'était vraiment costaud. Ah oui. Et Et ça, ce voyage, c'était il y a 7 ans, 6 ans, 7 ans. Un 6 peu, ans. ouais. Donc, toute jeune ceinture bleue. ouais. Alors, en hors ligne, vous disiez qu'en fait, vous avez fait 2-3 mois en ceinture blanche, mais tous les 3, Mm. c'est ça? Et en fait, il y a une règle qui stipule que quand tu es black belt de judo, eh ben, tu dois combattre en ceinture bleue Oui. pour la CFJB et PGF. Et comme nous, on ne voyait pas faire du jiu-jitsu sans faire de compétition, bah, pour que ce soit cohérent, même sur le tapis à l'entraînement, il fallait qu'on prenne cette ceinture bleue. Et on a fait, je pense, les 2 mois d'été, pendant un peu les vacances scolaires, ça, à s'entraîner au jiu-jitsu en blanche. Et dès septembre, comme les compétitions arrivent dès octobre, on a pris notre bleu direct. Donc on a fait 2-3 mois de blanche. Et du coup, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil aux ceintures blanches que vous étiez ou aux jeunes ceintures bleues que vous étiez au Vous n'avez pas début, à l'élève, au jujitsuka que vous étiez au début de votre parcours? Vous Toi, diriez quoi? Toi, le coach des fondamentaux, qu'est-ce que tu leur dis? Non, bah, si c'est vraiment un truc perso, ça s'adressait à moi. C'est vrai que j'étais très détaché de la pratique à l'époque. Je pensais pas que ça prendrait vraiment cette envergure, que j'en ferais mon métier et que ce soit vraiment notre projet de vie. Donc, bah, je lui dirais, frérot, accroche-toi et c'est pas juste un petit moment, ça va être vraiment ce que tu vas faire de ta vie, tu vois. Après, sinon, plus général, je pense qu'il y a quelque chose qui est très vrai dans le jiu-jitsu et que j'avais pas forcément pour le judo. C'est ce truc de, sur le tapis, c'est ton labo. Ça veut dire il faut que tu progresses en comprenant les principes de pourquoi est-ce que tu as du mal avec telle technique, avec telle chose à faire. Et peut-être même très égoïste. C'est-à-dire, comprends ce qui se passe pour toi, pour ta progression, pour ton style. Et ça va te permettre vraiment de progresser énormément dans la pratique. Je pense qu'au judo, je réfléchissais pas comme ça et j'avais vraiment ce truc de j'écoutais mon prof et c'était un peu le Graal et je devais faire exactement ce qu'il me disait. Là où au jiu-jitsu, en fait, c'est tellement perso comme pratique que moi, je suis là et en tant qu'enseignant, hein, je montre, je donne. Maintenant, il faut s'approprier et tester, tester, tester. Donc, ouais, je pense que je dirais ça. Vraiment, c'est le labo, il faut t'entraîner à l'entraînement, tu fais tes trucs très perso et après, ça fonctionnera en compétition. Et puis, là, il faut pas sélectionner, quoi. On s'en fout de la qualité, il faut faire de la quantité. C'est des heures passées sur le tapis, c'est des heures et des heures et des heures. Et il
faut pas sélectionner, quoi. Quand tu es débutant, toutes les heures que tu peux emmagasiner d'expérience, faut prendre. Des compétitions, faut y aller. Il y a pas de fin. C'est pas si tu as perdu une compétition parce que, bah, c'est trop tôt. C'est jamais trop tôt. Faut prendre le maximum d'expérience et c'est ce qui va faire que, bah, tu vas pouvoir aller plus vite. Nous, on l'a fait, en fait, on connaît le chemin déjà et nous, on s'est trompé déjà. Donc on peut donner les raccourcis et dire: «Voilà, il faut aller là, faire ça, ça, ça» et c'est ce qu'on dit et c'est pour ça que, bah, on arrive à former des gars, en 1 an, résultat au championnat de France, on a un jeune là, il a fait champion de France, champion d'Europe en 1 an de jiu-jitsu, il avait à peine 18 ans et on lui a donné tout ce qu'on avait emmagasiné, et pour pas qu'il fasse les mêmes erreurs que nous et pour que lui, il aille direct au but et en fait, les jeunes, ils se rendent pas compte de, la chance d'être suivi par un coach qui a déjà fait l'expérience et qui sait où l'emmener. Nous, on était tout seuls. Enfin, moi, Et vous avez été assez efficace dès ouais. le début, vous, en compète? Ou est-ce que vous avez été mauvais pendant un temps avant de comprendre des trucs? Ouais, On a toujours eu des facilités ouais. grâce au judo, mais En fait, c'est un peu de la triche parce que j'arrive de 15 ans de judo, sport-études, je performais un petit peu au niveau national et je combats contre des ceintures bleues qui ont peut-être 1 an ou 2 de jiu-jitsu. Ça faisait peut-être 2 ans qu'ils sont sur un tapis. J'ai pas souvenir de moi en tant qu'être humain, pas sur un tapis en fait. C'est-à-dire qu'à 4 piges, j'étais déjà sur un tapis. Donc bon, bah, ça aide, je pense. j'avais 1 an et demi de jiu-jitsu, j'ai fait champion de France ceinture bleue contre des gars ça faisait 6 ans qu'ils galéraient déjà, ils avaient fait 4 ans de blanche, 3 ans de bleu et je me rappelle, j'avais fait la finale contre Kurbanov à l'époque de la Rive à Nantes et on avait un podium de fou furieux. Moi, je suis là, je sors de nulle part, personne me connaît. J'avais gagné tous les Open et c'est fou. Le judo, ça nous a vraiment aidé. Ouais, le judo, Pour le ça coup, aide quand même. pour le coup. Et c'est pas compliqué quand on a des facilités à enseigner à un jeune type ou une jeune fille qui arrive, qui elle n'en a pas, et de la former à être une bonne compétitrice. Si elle n'a pas ces facilités-là, comment est-ce que vous arrivez à faire ça? Parce que oui, c'est pas évident en fait. On va pas se mentir, il y a des élèves où, par exemple, mon élève qui a fait champion de France, champion d'Europe, enfin, notre élève, lui, peut-être qu'avec n'importe quel prof, il aurait fait la même chose. Ouais, Voilà. C'est des facilités. d'accord. Après, les vrais défis, c'est un gars qui a aucune prédisposition, qui galère à faire une roulade et l'emmener gagner sa première compétition. Ouais. Ça, c'est un vrai défi. Ça, c'est pour un vrai coach. défi, oui. Aujourd'hui, il y a des mecs, même sans nous, ils peuvent y arriver. On leur donne des petits coups de pouce, on leur fait gagner du temps, mais c'est histoire de quelques mois, quoi. Mais après, j'ajouterais, enfin, en tout cas, de ce que je vois par rapport à Sam, qui a vraiment. Moi, j'enseigne que depuis l'année dernière, donc c'est vraiment tout nouveau pour moi. Mais je vois Sam qui, dès la première année où il a commencé à enseigner, les heures et les heures de vidéos regardées sur YouTube, sur Insta, la mise en pratique. En fait, très rapidement, Sam, quand on le voit combattre, on se disait plus c'était un judoka. Parce qu'en fait, il connaissait tout, il mettait tout en pratique, il a toujours tout de suite fait de la garde. Et du coup, il arrive à transmettre, même si c'est pas des techniques qu'il pratique, il arrive à transmettre tout, ou en tout cas donner les clés pour que, comme disait Gab, les gens construisent leur jeu après derrière. Donc je pense que, effectivement, pour la partie compétition, il y a des choses qui vont être plus dures à transmettre et c'est ce sur quoi on va bosser. Dans le judo, il y a une grosse partie de mental. Comme en fait c'est très dur, très jeune, il y a quelque chose qu'on a peut-être en plus que des jujitsuka qui ont commencé sur le tard, c'est qu'on lâche rien au niveau du mental et ça, c'est un peu plus dur à transmettre. Par contre, pour la partie technique, entraînement, physique, ça, je pense qu'en fait, on nous-mêmes, on a progressé très rapidement aussi et aujourd'hui, on arrive à le transmettre. Est-ce Et que- toi, et- du coup, c'est quoi ton conseil à la débutante que tu étais? Hem, franchement, depuis tout à l'heure qu'il parlait, je réfléchissais et j'espérais qu'on m'oublie parce que j'ai pas une super idée. Non, franchement, je sais pas trop. Là, c'est hyper personnel. C'est pas forcément dans. Moi, sur le tard, là, j'ai commencé à je suis en train de redécouvrir le jiu-jitsu. Je suis ceinture marron, j'espère noir bientôt. Désolé, professeur. On a vu le petit œil. Mais je suis en train de redécouvrir tout un monde. Moi, j'ai été très compétitrice tout de suite. 6 mois après que j'ai commencé le jiu-jitsu, j'ai été vice-championne d'Europe IBJF, du coup en ceinture bleue. Et en fait, j'ai été dans l'efficacité tout le temps. Donc en fait, je faisais mon amener au sol, mon passage, même pas de soumission, je crois, à l'époque. Et vraiment, j'étais dans l'efficacité. Et du coup, je me suis fermé beaucoup de portes au niveau du jiu-jitsu. C'est-à-dire que je travaillais pas beaucoup sur le dos, je créais pas beaucoup d'alternatives parce que ce que je faisais, c'était efficace, ça gagnait en compète, ça me suffisait. Et aujourd'hui que je donne des cours, aujourd'hui que je monte dans les ceintures, en fait, c'est incroyable parce que jiu-jitsu, tu peux toujours en apprendre des nouvelles choses, toujours créer du nouveau.
Et ce que j'avais plus dans le judo, parce que quand tu arrives dans un certain niveau à l'INSEP, tout ça, tu répètes tes gammes en fait. Tu fais que répéter le jeu qu'on t'a appris, le jeu qu'on a créé pour toi avec tes entraîneurs. Et du coup, c'est un truc assez fermé. Et je m'étais réenfermée dans le jujitsu, dans un process un peu comme ça. Et là, sur le tard, bah là, ça y est, je redécouvre des nouvelles choses. Donc, je sais pas si c'est un conseil, mais en tout cas, ouais, voilà, peut-être le conseil, c'est peut-être j'aurais dû le faire un peu plus tôt. Donc peut-être j'aurais dit à mon moi plus jeune, ouvre-toi à d'autres pratiques, ne te concentre pas que sur la compétition et l'efficacité, mais essaye de découvrir toutes les choses que le jiu-jitsu peut t'apporter en combat. Ouais. Si on veut le faire méthodiquement, en fait, il faudrait que les blanches et jusqu'à bleues sélectionnent leur jeu. Donc là, ils vont faire un seul truc et juste que ça marche. Si c'est que de la garde fermée, on fait que de la garde fermée. Si c'est que du passage, on fait que du passage. Et ça, c'est jusqu'à bleu. Et après, une fois qu'on est passé à bleu, on met ça de côté, tu l'as maîtrisé, tu as fait tes meilleurs résultats blanches et bleues. Maintenant, tu fais tout ce que tu sais pas faire. Et c'est ce qui va t'aider à être une bonne ceinture noire plus tard. Oui, mais en même temps, ça va à l'opposé de ce que tu disais toi, sur fais tes choix qui vont bien pour toi et travaille ton jeu à toi. Justement, T'as vu? C'est travailler ses points faibles, ça fait partie des trucs les plus importants. Oui, et je pense que c'est la richesse de notre famille et Ouais. de même Teddy, c'est qu'en fait on enseigne tellement différemment. Moi moi j'enseigne aux filles surtout, mais parfois Gab me remplace, parfois Sam me remplace et je dis aux filles prenez tout ce que vous avez à apprendre de la manière dont les gens vous enseignent. Il y aura toujours du bon à prendre et peut-être qu'on va être contradictoire, mais c'est ok parce que vous allez construire votre propre manière de voir le jiu-jitsu et de le pratiquer. Et tu disais que tu développais ton jiu-jitsu au sens de l'étendue technique. Et est-ce que tu arrives à utiliser ce que tu apprends en compète? Est-ce que tu fais encore des compétitions d'ailleurs? Ouais, là j'ai j'ai les championnats du monde Newaza dans 2 semaines et très probablement les World AJP qui vont suivre ensuite et Lisbonne, les Europes. Donc oui, en tout cas, cette année encore, là, j'ai beaucoup de compétitions au calendrier. Tu viens de faire une finale quand même aux Europes à Paris contre Ah oui. des filles de... L'année dernière, Ouais. oui, j'ai fait en violette, j'ai fait championne d'Europe IBJF. J'ai combattu contre une des élèves de Galvao. Bon, ça s'est pas super bien passé pour moi. La finale. Ça s'est pas super bien passé en finale, mais bon, ça c'est. C'était impressionnant en fait, parce qu'on est arrivé en finale et du coup, la fille avait étudié ton jeu. Ouais, c'est là qu'on voit la connaissance et la puissance du coaching d'une école comme Athos et Galvao. La fille, elle a fait que du passage pendant toute la compétition. Elle a vu que toi, tu faisais que du passage. Elle a vu que tu étais meilleure qu'elle debout, que tu étais meilleure passeuse. Et quand elle est arrivée, elle a tiré la garde, elle a mis à l'appel. Et en fait, ça a annulé tout le jeu et la stratégie. Elle a respecté un game plan que ça se trouve, elle ne fait jamais, juste pour toi. Et c'était impressionnant. Et nous, on coachait. Et à côté, il y avait Galvao qui coachait. Incroyable. C'était L'image est nous, folle. nous, petits Français et petits clubs de province. Il y avait Mathias Jardin aussi, qui à l'époque, tu étais en équipe de France LJV. Donc Mathias Jardin qui coachait. Nous, on criait derrière, on coachait aussi. Et tu avais Galvao à droite qui coachait. C'était nous, la France contre Galvao. Et bon, c'était une belle finale. C'était une belle finale. Mais si je la reprends, ça se passera pas comme ça. Ouais, bah là, ça sera là. Mais justement, pourquoi aussi? Parce que, et notamment avec Sacha Marguerite aussi, qui pour le coup est l'entraîneur national, parce que nous, avec Gab, on est en équipe de France et Sam aussi en équipe de France Newaza. Ben en fait, oui, là j'ai plus en entraînement mis en pratique des nouvelles techniques. J'ai aussi joué un peu sur le dos, des nouveaux passages, des nouvelles choses, des choses en place que je vais essayer cette année de mettre en place justement en compétition. Donc, on va voir ça, quoi. Mais oui, l'idée, c'est de le mettre en place, Oui, c'est effectivement. un sacré défi, ça va être. tirer la Ah, tirer la garde, pour On moi, va tirer la garde. c'est un très gros défi. Ouais. Donc, voilà, avis à mes comment on dit, avis à celles qui combattent dans ma catégorie, il est probable que j'essaye de faire ça. Bah oui, il n'y a pas d'âge pour se mettre en difficulté. Donc, et parce que c'est ce qui te permet d'évoluer. Donc, Et puis c'est l'occasion de surprendre la fille qui a vu tes anciennes vidéos. c'est l'occasion de surprendre. Et s'attend à voir autre chose et. Bah, c'est Cassio aussi de School of Champs qui, quand j'ai fait ma médaille aux Europes, il est venu me voir, il me dit Juliette, elles vont toutes savoir ce que tu fais. Va falloir commencer à travailler autre chose. Ah oui. Donc, je pense que le message est passé et avec Sam, c'est ce qu'on a fait. Il m'a aidé à bosser d'autres choses et tout. Donc voilà. Donc moi, je bosse d'autres choses. J'enseigne aussi. Ça me permet de voir d'une manière différente. Ça, c'est super intéressant. Depuis que j'enseigne, j'ai tellement progressé au jiu-jitsu. Vraiment, c'est un levier et je m'y attendais pas du tout. Mais à force de s'instruire, de devoir maîtriser quelque chose énormément pour pouvoir le restituer,
C'était dingue à quel point j'ai progressé dans ma pratique du jiu-jitsu. Et je m'y attendais pas à ce point. Est-ce qu'on nous pose des questions? Ah ben, Pourquoi tu fais ça? ouais. Et du coup, tu es obligé de Tu chercher peux pas la dire réponse. parce que. Mais oui, Non, c'est mais pas oui. possible. Tu dois trouver une explication. Et en fait, finalement, à force de. C'est toujours les mêmes questions. Et maintenant, on sait par cœur, on sait pourquoi on le fait, on sait pourquoi. Mais si tu te poses pas les questions et que tu sais pas pourquoi tu le fais, tu progresseras pas. Faut que tu comprennes ce que tu fais, en fait. Mais en fait, ça marche même à petit niveau. Moi, je suis une toute jeune ceinture violette. Et quand j'explique une technique à une fille qui vient d'arriver, qui est blanche, ben, en fait, je dois trouver les mots pour lui expliquer la technique. Et c'est vrai que ça fait vraiment progresser sur son jiu-jitsu, quoi. Même quand c'est juste entre nous, les élèves. Et ça fait partie de la façon dont on avance. Je sais, parce qu'on en a parlé avant, que votre club Impact, c'est vraiment un club de compétiteurs. Que vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure. Vous avez une méthode pour mener les gens à la compétition. Est-ce que je peux dire ça comme ça? Je pense que On a déjà eu ce débat. Ouais, On a déjà eu ce débat. on a eu ce débat parce que je pense qu'on est un club qui accueille n'importe quel Ouais. pratiquant avec n'importe quel objectif. On a des gens qui sont là depuis 7 ans, ils viennent de faire leur première compétition. Il se reconnaîtra quand il entendra ça. Depuis 2 ans, on a aussi beaucoup de public féminin qui, à la base, sont vraiment dit: «Ah moi Juliette, jamais je fais de la compétition, jamais, jamais». Et c'est OK, il n'y a pas de problème. Mais il y en a aussi derrière qui commencent à se poser des questions. Donc en fait, je pense que nous, on est compétiteurs, donc forcément, ça inspire. En fait, je pense qu'on est très moteur sur la compétition. Même si peut-être que le club, la manière dont c'est pensé, c'est peut-être pas forcément pour la compète, ben, le fait que nous, on y soit, ça amène les gens, en fait, on mène les troupes. En fait, si on prend dans la masse, là aujourd'hui on est 150, je pense qu'on a 10% de compétiteurs, on doit être 15 ou 20 compétiteurs maximum à chaque compète. Donc si on prend le nombre, c'est pas beaucoup par rapport, par exemple, à un club où ils sont 50, mais il y a 30 compétiteurs. Donc je pense qu'on a un club qui peut toucher vraiment un grand spectre de personnes, mais on a ce groupe élite qui est moteur et qui donne envie à des gens qui peut-être se disaient au départ, bah, j'ai pas envie de faire, mais quand je vois un tel gagner une compète, ou lui ramener cette médaille, ou lui faire ce super fight, bah, ça donne envie et ils ont envie de s'y mettre. Donc je pense qu'on a ce petit groupe élite où on a mis des choses en place. En plus, on dit qu'on est un groupe compétiteur parce que bah, on faisait des cours le dimanche, on a fait du travail vidéo, donc on a pris du temps, on a étudié, on a décortiqué des combats qu'on s'est retapé plusieurs fois pour revoir qu'est-ce qui a cloché, qu'est-ce qu'on aurait pu faire, ou même si ça a marché. Ok, t'as gagné, mais qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux? Et c'est vrai que ça, on l'a beaucoup bossé. Ce qu'on fait en plus des cours. Donc, des fois, les cours avancés, on ferme. Les gars qui veulent rentrer, les loisirs, ça y est, il est l'heure, il est 21h, si vous voulez rentrer chez vous. Il y a des gars qui restent de 21h à 22h pour faire du sparring compétition, avec du golden score, et il faut marquer. Et en fait, c'est la culture de je fais plus que les autres, donc je mérite d'aller gagner en compétition, et je trouve que ça les motive à fond. C'est un gros levier de boost pour des athlètes. On fait beaucoup de propagande aussi Ouais. sur la compète parce que c'est un moyen qui nous a permis d'avancer. Et on dit souvent, oui, bah, quand tu vas en compète, tu grattes du temps d'entraînement, en fait. Et sur une année, tout le monde a le même temps. Mais si tu t'entraînes plus qu'un autre, tu vas progresser plus. Si tu fais de la compétition, tu fais des petits bons en avant. Si tu en fais tous les ans depuis que tu pratiques, et ben, c'est clair que tu vas prendre de l'avance. Donc nous, on met ça parce qu'on sait que bah, c'est un bon levier pour progresser. On a inventé la règle de si tu fais une compétition, c'est comme si tu avais fait un mois d'entraînement. On dit ça souvent. Mais c'est vrai. C'est vrai. Je pense que Quand c'est tu vois ça, une en compète, fait. t'as les dents. T'es reboosté. Hein, après. c'est Ce qui se passe avant, que t'as gagné ou perdu d'ailleurs. Ouais. ce qui se passe pendant, ce qui se passe après, mentalement, c'est énorme. Mm. C'est aussi l'examen. Et de toute façon, on le voit à l'école. Et tu prépares des examens, bah, c'est la même chose. Si tu as raté le contrôle, tu vas encore plus bosser. Si tu l'as réussi, bah, tu vas quand même Si t'as bosser. jamais d'examen. Et puis il y a une intensité, je trouve, quand tu as fait un combat, tu te rappelles exactement comme si tu avais une vidéo ralentie de tout ce que tu as fait. Ce qui n'est pas le cas en round que tu fais en cours. C'est-à-dire que tu sais, là j'ai raté, là il a réussi à prendre l'esgrima et tu sais exactement ce que tu as fait. Et donc tu retiens plus, je trouve. Tu es d'accord? Et puis Moi, j'oublie beaucoup. Ça dépend des compétiteurs. je trouve que le jiu-jitsu, l'entraînement, c'est quand même une pratique très soft, très chill. Là où en compète, ça n'a rien à voir. C'est la guerre. C'est la guerre. Donc en fait, c'est totalement différent. Moi, je sais que ma manière de travailler en compétition est totalement différente de celle de l'entraînement. Et je rajouterais juste que la compétition, c'est aussi un vecteur de communauté, c'est-à-dire qu'on y va tous ensemble, il y a un déplacement, voilà, On a les tenues. il y a les tenues. et toi, Kathleen, Et en fait, donc on fait aussi des stages, on fait aussi
on est pas mal soirée, donc on fait aussi pas mal d'événements autres au club. Mais c'est vrai que là, on a Antibes dans pas longtemps, ça commence sur les groupes. Ah, qui c'est Je combats pas, mais je veux bien venir voir, etc. Et ça, je trouve que c'est hyper gratifiant de voir qu'on crée une communauté, une famille autour de ce genre d'événement, que tu as envie de combattre ou non. Tu es présent pour les autres, et ça, c'est beau, quoi. Ouais, c'est important de fédérer un groupe. Nous, on est aussi compétitifs sur l'apéro que sur les compétitions. On fait souvent des événements. fait Bon, du ça, on coupe, hein. Ça fait des vidéos sur Insta, les gens ils aiment bien. Non, on va laisser parce que leur dojo, il n'est pas fait pour faire l'apéro, c'est comme leur salon. Ah ouais, C'est ça. Soit on est en compétition, soit on sort. Est-ce que vous avez des projets pour le club ou des projets personnels à venir là Vas-y, Gab. Ben, j'en parlais tout à l'heure. Du coup, cette année, j'ai pris beaucoup moins d'heures de cours sur Impact parce que j'ai envie de développer un peu ma carrière pro. Pro, c'est un grand mot au Jiu-Jitsu, c'est très difficile d'être professionnel du Jiu-Jitsu. Maintenant, il y a des leviers, des moyens de gagner de l'argent, parce que c'est ça la vérité, quand on est pro, il faut gagner de l'argent grâce au Jiu-Jitsu. Donner des cours, c'est potentiellement le plus périn, je pense, c'est peut-être le moyen le plus facile, entre guillemets, peut-être de se faire de l'argent avec le Jiu-Jitsu. Et encore, moi j'ai eu la chance d'être très bien accompagné. Mais voilà, j'ai envie là, j'ai envie de me déplacer, j'ai envie de faire un peu le tour des clubs de France. Là, on a un petit peu commencé. En plus, bah, c'est l'époque des réseaux sociaux, donc Instagram, YouTube, on fait plein de vidéos avec un collègue. Et bah, là, prochainement, je le dis un peu en avant-première, on part sur Cannes ce week-end pour faire une vidéo, pour tourner dans plusieurs clubs. Le but, c'est de donner des séminaires, d'échanger et de vraiment faire un aspect très social, en fait. J'ai envie de partager, j'ai envie de passer des bons moments et que ça reste. Et je pense que déjà, ça va m'aider à progresser. Et en plus que de faire un peu cette propagande du Jiu-Jitsu, parce que c'est le moment, parce que c'est vraiment en vogue en ce moment. Donc voilà. Une chaîne YouTube, là. On Ouais, peut ouais, suivre c'est ça. des vlogs sur des séminaires On a partout en fait, France. pour l'instant, on en a 2. On a fait un à la maison et on a fait un à Bordeaux. Non, à Toulouse, c'était Toulouse. Toulouse. Elle s'appelle comment ta chaîne YouTube Là, c'est juste moi, c'est Gab Chani, BJJ. Et on a fait une série de vidéos, voilà, donc ça s'appelle La Win. Et on est en train de faire plein de projets sur ça. D'ailleurs, il y a un autre truc qui va sortir là, on a fait une collab avec un rappeur pour nous faire un peu notre bande officielle des vidéos, de ça. Donc, on a plein d'idées qui viennent dans notre tête et on est en train de tout mettre en place. Il a dit la win parce que c'est une victoire est une victoire, c'est win is a win. Ouais, Dans les vidéos, il fait des sparring après les séminaires. Et que ça soit un enfant ou il le Non, marre. On s'en fout, c'est la win. Ouais, c'est la win. Non, c'est super cool. Et puis, ce qu'on prône vraiment, c'est ce côté très social du jiu-jitsu. Finalement, si tu as une C'est salle, un l'échange. kimono, tu vas échanger avec des gens. Et même si on va dans des clubs qui sont beaucoup moins compétiteurs, avec beaucoup moins de monde, bah, sur le tapis, on a quand même des choses à s'échanger et à voir. Donc, voilà, c'est ça qu'on voulait faire. Je vais vraiment pas faire tous les clubs mainstream, c'était pas le but. On a contacté pas mal de petits clubs. Le but, c'est d'aller voir un peu tout le monde. Il y a même des clubs de judo et des clubs de. J'ai même fait un truc avec un club de karaté. D'accord. Ouais, c'est cool. Tu parles de ta carrière de combattant aussi, tu veux Ouais. faire. Bah, du coup, j'ai toujours été dans la compète, donc je continue les compétitions. Là, pour le moment, c'est le Newaza. Un peu d'IBJJF aussi, mais surtout le Newaza. J'ai gagné les championnats d'Europe. On était avec Juliette en Allemagne, là, c'était il y a un mois ou deux. Il y a 2 mois, je pense. Et on part sur les championnats du monde dans 2 semaines. Après ça, il y a potentiellement les Jeux mondiaux aussi, l'année prochaine. Donc ça aussi, c'est quelque chose. Normalement, là, je suis bien listé pour pouvoir y participer. Mais voilà, on attend d'avoir les points et je pense qu'il y a encore des grosses compétitions en Newaza. Là, Je pense que c'est un podium au monde pour monter dans la ranking. ben là, en gros, leur système, c'est il faut être. Donc, il y a une ranking list. Et là, je suis 5e de la ranking list. Et je crois que c'est les 6 premiers qui partent. Le truc, c'est qu'il reste encore quelques compétitions. Il faut pas qu'on me passe devant. Donc là, il faut que je performe. Et les mondes, c'est x4 sur les points. Ouais, les points au monde, c'est impressionnant. Il faut faire podium. Mais normalement, l'année dernière, je fais 5e. Il y a 2 ans, j'avais fait 7e. Là, cette année, on vise au moins la place de 3. C'est comme ça que ça marche. Ok, donc super. Et vous deux, vous avez d'autres projets du coup Nous, l'un ou l'autre ou ensemble, enfin Ouais, le club bah, ou- je pense qu'on va continuer de développer le club. Ouais. On fait pas mal de séminaires. On est en train de voir pour peut-être agrandir un petit peu, avoir peut-être un deuxième tapis.
pour dupliquer un peu certains cours, notamment au niveau des enfants. Enfin, et toujours voilà, dans cette optique-là. Personnellement, je passe une certification pour être coach de yoga aussi. Donc, l'idée d'apporter peut-être quelque chose de nouveau de ce point de vue-là qui peut intéresser un Mm. public un peu plus large, mais qui intéresse aussi beaucoup le jiu-jitsu parce que c'est assez complémentaire. Je trouve ça génial. Je Voilà. trouve que le yoga, c'est hyper complémentaire avec le Ben, jiu-jitsu. je pense aussi, ouais. Et Et puis, pas assez mis en avant. et puis bon, spécifiquement on va en parler peut-être après, mais ce qui me touche le public féminin, le fait d'avoir à la fois un sport, pour le coup, plus dans le masculin, dans la force, etc., mais aussi Et travailler. moi, je pense que nos euh, compétiteurs vont Eh ben, venir à oui, ton on cours de sait yoga. jamais. Voilà, c'est ce que je me dis aussi Mm. parce que yoga ou mobilité, on verra comment on le présente. Certainement que ce ne sera pas le yoga chanté, ultra perchose, que ce sera assez ancré dans la réalité des jujitsuka. Mais je pense que ça peut apporter On avait quelque chose. fait un séminaire avec Léon et on a mis des cours de yoga. Et j'ai été surpris du monde qu'il y avait sur les cours de yoga Mm. et des compétiteurs au niveau national et international. Et les gars ont kiffé. En fait, ça leur faisait du bien pour la récupération, pour Oui. attaquer le cours du soir après le sparring du matin. Et le tapis était presque aussi rempli que sur les sparring ou que sur les Mm. séminaires. Je pense qu'il en faut dans les clubs et c'est un bon complément. Il y a, il y a plein de champions qui en font, hein. Oui. Ouais, c'est clair. Les Ribeiro, etc. Ouais, du mouvement, l'animal flow, enfin tout. Oui, oui, tout ça, ça devient. C'est le Non, même- hyper intéressant. la même idée, quoi. Trop bien. Et toi, Sam, des projets? La même chose, développement de la salle. Donc ouais, cette deuxième surface, ce deuxième tatami, franchement, ça va pouvoir nous aider à faire partir des cours en simultané et peut-être avoir si c'est plus petit, notre petite sphère compétiteur. Puis ça servira pour le yoga aussi et laisser la grande salle pour les fondamentaux et peut-être rajouter même un nouveau niveau. Nous, on sépare fondamentaux avancés. Peut-être qu'on mettra des intermédiaires. Mhm. On commence à être pas mal nombreux là, 150 adultes, il faut les rentrer dans toute la semaine. Donc, si on arrive à encore étoffer, là, on a 17 créneaux, on a plus de 20 heures de jiu-jitsu dans la semaine. Le deuxième tapis, ça pourrait nous faire bien étoffer encore notre planning pour la 3e année, quoi. Trop bien. J'arrive à une question à laquelle je tiens beaucoup. Et comme on est un couple de jujitsuka et que la question se pose dans notre vie privée assez régulièrement, je rentre d'entraînement, je dis oui. Bon, voilà, je pleure un peu. Moi, je pleure jamais. Euh, Ceux qui savent, savent. Est-ce que vous pouvez nous donner tous les trois, pas seulement toi, votre avis sur la place des femmes dans le jiu-jitsu brésilien aujourd'hui? Et il voulait me faire démarrer, commences, mais tu moi, je commences. préfère que vous démarriez. Tu Hein. commences et nous, on complète. Bon, ok. La place des femmes dans le jiu-jitsu brésilien, je pense qu'elle est encore sous-représentée, sous-dimensionnée pour plusieurs raisons. Il y a plusieurs écoles sur ce sujet-là. Il y a l'école des non, faut pas faire des cours féminins, faut tout le monde au même endroit, faut que ça marche et tout. Et il y a l'école des cours féminins, c'est la voie que j'ai décidé de prendre et que les garçons m'ont laissé prendre aussi, parce que c'est aussi un choix du club de se dire on abandonne des créneaux au profit du public féminin, choix qu'on a fait tous ensemble et qui est vraiment pour moi en train de payer aujourd'hui. Parce qu'en fait, la première année, j'ai réussi à avoir entre 5 et 15 inscrites. Et là, cette année, on est passé à plus de 30. Et en fait, ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a une petite invasion des filles sur absolument tous les cours maintenant. Donc, on a entre 4 et 6 filles sur chacun des cours, soit fondamentaux, avancés, etc. Et ça, c'est ma plus belle réussite parce que, encore une fois, mon objectif du cours FI, c'était pas d'isoler et de faire notre truc dans notre coin et de pas. Voilà. Mais c'était justement de donner confiance pour pouvoir pratiquer normalement, on va dire, et en tout cas, normalement pratiquer avec le reste des autres publics. Et l'autre chose qu'on a réussi à faire, c'est que là, je sais pas pourquoi, toutes les filles veulent faire de la compétition. Alors moi, ça me fait un peu stresser parce que entraîner des filles pour juste faire du jiu-jitsu, c'est une chose. Entraîner des filles pour la compétition, c'en est une autre. J'ai pas l'expérience des garçons là-dedans, donc on va voir comment je me débrouille. De toute façon, ils vont m'aider, je sais. Mais voilà. Donc, en tout cas, moi, je suis très sensible à ça. Ma génération de combattantes, on n'est pas beaucoup en France et on échange beaucoup, que ce soit Stéphanie, Camille, ceinture noire aujourd'hui, compétitrice. On échange beaucoup là-dessus. Il y a de plus en plus de filles qui portent des projets dans leur club pour faire ça. Et je pense que ça doit passer par là. En tout cas, c'est mon avis. Et je suis contente que les garçons y accordent aussi de l'importance et de la place. Oui, en fait, de ton point de vue, le cours féminin, c'est une porte d'entrée. Ouais, c'est ça. Ouais. Il faut le voir comme ça.
Et il y a des filles qui resteront cours féminin, mais il y a aussi, et encore non, franchement, quand j'y repense, là, pour le coup, ça commence vraiment à se parce qu'il va rester, je pense, un peu fun, un peu débutant, ce cours féminin pour justement, attirer et puis après, dès qu'on a envie d'un peu plus, bah, Trop compétiteur il y a 17 pour créneaux avancer. donc faut les utiliser. Voilà. Mm. Moi, j'aime bien ouais, le public féminin, ce que ça rapporte à la salle. C'est maintenant, en fait, il faut vivre avec son temps. Les salles petites, sombres, où il y a que des mecs sous testostérone et où on n'a pas envie de rentrer et où ça sent mauvais. Maintenant, ce public féminin, il apporte une touche à la salle euh, qui est super et il y a une bonne entente entre le public féminin et le public masculin. En fait, moi, que ce soit tes élèves, ou pour moi, c'est les élèves de la salle. Et, euh, et le fait qu'elles ont créé leur place, que c'est elles qui l'ont créé, ben, c'est cool parce que ça veut dire qu'elles ont pris confiance en elles, parce que c'est dur quand tu es une fille de faire un sport de corps à corps avec des hommes. Donc, on arrive, on connaît pas les sports de combat. On va faire du corps à corps avec des hommes, peut-être qui font 20 ou 30 kilos de plus que nous. Est-ce qu'ils vont m'écraser? Est-ce qu'ils vont me faire mal? Et le fait de faire les cours entre filles, prendre la confiance, développer des techniques. Et une fois que j'ai des bons skills, bah, je vais me mesurer aux hommes. Bah, c'est hyper cool en fait. Parce que ça veut dire que bah, elles prennent autant cette confiance dans leur vie de tous les jours, en dehors du tatami. Donc c'est cool. C'est à moi. Faut que je fasse très attention à ce que je dis, c'est délicat. Non, mais je pense que, de toute façon, ouais, si on prend l'exemple du club, ça marche super bien et ça match aussi super bien avec donc notre DA et le fonctionnement du club. Donc ça, à ce niveau-là, c'est très cool. Et je pensais à un truc, c'est que je suis allé voir la DXC, c'était il y a quelques mois, je crois que c'était pendant l'été. Et l'un des combats d'ouverture, c'était Lina Grosset qui combattait. Et c'était très impressionnant. En fait, je trouve que le jiu-jitsu féminin, bah, c'est équivalent au jiu-jitsu masculin. Les combats, ils sont impressionnants, que ce soit techniquement, même physiquement. En vérité, on entend souvent parler dans notre sport, notamment au foot, les gens ils parlent un peu mal du foot féminin. Franchement, à haut niveau, au jiu-jitsu, c'est tout aussi cool à regarder. Et je suis vraiment, bah, je sais pas quoi dire. Je vais pas dire, je suis qui pour dire, je suis pour le fait que ça continue, mais voilà, c'est cool en Faut le vrai. développer à En vrai, fond. c'est cool, et Faut ouais, faut le à fond, faut développer. Et plus de pratiquants. c'est bien qu'on ait des acteurs aussi comme ça, des actrices du coup, qui puissent faire développer ça. Donc ouais, Mm. c'est cool. De toute façon, je peux rien dire depuis que je me suis fait passer la garde par Julia Alves en Brésil. C'est que c'est le même sport. Ouais. Oui. Non et puis je pense que, bah, porté par moi et soutenu par, tout le monde, j'aimerais vraiment que ce soit un des clubs en France où il y a le plus de enfin, ce pourrait être un bon objectif personnel pour moi de me D'avoir la dire: plus grosse section «Bah, fille. on a la plus grosse section féminine, française» Ce et serait du coup, cool. ça poussera les autres à se dépasser T'as aussi. fait un stage fille hein, avec Ouais, il y presque a 50 filles. ah oui, bah, le stage de Léon justement bah, ouais, c'est vrai. Exact, on n'a pas Ouais, c'est parlé. vrai, ouais. C'était Le impressionnant. beh, ouais, le dernier stage donc Léon, et Sam et Gab, bon qui sont, au demeurant, très amis, organisent régulièrement, voilà, des séminaires. Puis la dernière fois, bah, je me suis dit: «Bon, bah, écoutez, on va tenter, on va dans ce même séminaire faire une section filles. Comme ça, celles qui osaient pas forcément venir, elles se disent: "Bah, il y a un temps pour moi qui est consacré"». Et il y a eu on a fait un open mat où il y avait autant de femmes que d'hommes sur le tapis. Waouh, Et incroyable. on parle de 50. Non, Cinq. on était 70, il y avait 35 filles, Ouais, 35 c'est ça. hommes. Ça veut dire que C'est les vagues, Incroyable. j'ai pu faire une vague femme et une vague homme. C'était Ouais. incroyable. Et quand vous dites Léon, parce que nous on sait, mais Ah oui. reprécisez Ah, qui est Léon, parce que Qui est Léon? C'est notre guest préféré, c'est Léon Larmand. Ah, c'est cool. On s'est connus sur un stage équipe de France à la base. Je crois que c'était ça la première fois qu'on l'a vu. CFJB. C'est nous, Ouais, il est venu, les ouais. sélections d'équipe de France FJB, on l'a Ouais. rencontré Ouais. avec Gab. Puis elle et est venue puis au club pour le stage voilà. équipe de France quand on a accueilli l'équipe Oui. de France CFJB. Et du coup, on a sympathisé tout de Mm. suite. C'est devenu notre pote. Et puis, pour moi, aujourd'hui, c'est le meilleur Français. En tout cas, celui qui s'engage le plus dans la compétition et qui a vraiment mis toute sa vie, qui tourne autour de ça, qui a fait les sacrifices, il continue à faire les sacrifices. Là, il vient de se faire opérer de la hanche et il reprend l'entraînement, il se remet en selle. Et la vie d'athlète, elle est dure. Lui, il a fait les sacrifices c'est une vie compliquée et c'est un des seuls en France qui fait vraiment que ça. Donc, nous, on Ouais. essaye de l'aider comme on peut. Donc, les séminaires qu'on fait,
on partage les bénéfices équitablement pour que ça puisse l'aider à financer sa saison. Ouais. Et du coup, on en a fait 2, on essaie d'en faire une 3e là en novembre, ça marche un peu moins que l'été. C'est sûr que le sud, ça plaît plus l'été. Mais oui, et puis techniquement, c'est incroyable. Et en plus, il sait enseigner et il partage. Il passe dans tous les groupes, peu importe le nombre qu'on est sur le tapis. Donc c'est cool. On a fait 2 séminaires pour l'instant, 2 camps. Les 2 ont très bien fonctionné. Le premier, on était 80, le deuxième 70. Et on essaye de continuer comme ça. Ça fédère beaucoup de monde. Il y a beaucoup de compétiteurs de la sphère parisienne qui descendent, là où peut-être qu'ils ne seraient jamais descendus dans le sud. Donc des grands noms de jiu-jitsu. On avait, je crois, 20 black belts sur le tapis au premier séminaire. Il était stratégiquement placé aussi, c'était juste avant les championnats de France. Donc Ouais. c'était un peu l'occasion Bonne de prépa. venir dans le sud, de profiter d'un jour férié pour être dans le sud, faire du jiu-jitsu dans un endroit cool et préparer les championnats de France. Ouais, Donc je pense que là, et on va sûrement en refaire un à cette période-là, le spring, ouais. et je pense que ce sera de nouveau un gros. Et pareil, on remettra une session féminine le matin. Et voilà, comme ça, on aura beaucoup de monde. Ouais, donc c'est cool. Ouais, Léon, Ouais, super trop gars. cool. Trop cool, ça donne envie. Hein, on ira au prochain séminaire de Léon On Larron. n'avait pas pu aller à l'autre. Non, on a toujours été bon. Bref, on a toujours été pris parce qu'on a une vie très très pleine. Voilà. C'est ça. T'en as parlé un petit peu, t'as parlé de les femmes dans le jiu-jitsu, que ça leur apporte de la confiance dans leur vie en dehors du tatami aussi. Est-ce que vous pouvez parler rapidement, enfin voilà, de ce que le jiu-jitsu vous a apporté dans la vie en dehors du tatami? Au même titre que pour les hommes, en fait. Parce que nous, on a eu des transformations, des gars hyper introvertis. Je crois que la question, c'est toi. Oui, pour toi. Oui. Après, c'est une question un peu générale pour tout le monde, mais Et j'ai essayé d'esquiver la question, mais ça revient. Donc, Je le sentais esquiver, c'est pour ça. non, je pense que quand on est black belt sur le tapis et en dehors du tapis. C'est ce que je dis. En fait, une black belt, c'est pas juste un gars qui a fait du jiu-jitsu et qui a validé ses ceintures. C'est une façon de se comporter, d'être en dehors et sur le tapis. C'est une personne, en fait, une black belt. Et encore plus au jiu-jitsu. Parce que les ceintures, elles sont vraiment dures à avoir, il faut s'accrocher. Du coup, tu passes par tellement de choses qui te forment, qui fait que peut-être qu'il y a des gars, ils n'ont pas le comportement qui fait qu'ils ne seront jamais black belt, même s'ils sont très forts. Je trouve que le black belt, ça définit une personne. Et tu sais forcément que tu vas avoir quelqu'un de bien en face de toi. Parce qu'il est passé par plein de trucs et ça veut dire que tu as su partager, qu'à un moment de ta vie, tu as aidé à enseigner ou tu t'es engagé dans ton club. Et je trouve que c'est une façon d'être en général. Et je pense que nous, aujourd'hui, on essaie de se comporter au mieux par rapport à ce qu'on a appris dans le jiu-jitsu. On essaye de partager et de connecter avec les gens, quoi. Après, on est un peu biaisé parce que depuis que j'ai 5 piges, je rentre dans un dojo. Quand j'allais au judo, j'avais le code moral sous les yeux tous les jours. Donc, est-ce que c'est le jujitsu qui m'a apporté? C'est plus les arts martiaux en général, je pense. Et même dans la globalité, je pense que le sport en général, ça apporte quand même une rigueur dans la vie. Maintenant, oui, j'ai besoin d'être plus rigoureux pour pouvoir enseigner le jujitsu et être professionnel. Donc, ça m'apporte ça. C'est clair. Moi, j'appelle ça l'éducation du dojo. Et en fait, des fois, il y a des gars, ils sont super bien éduqués, c'est des super personnes, mais ils n'ont pas eu l'éducation du dojo. Et ça leur rapporte encore un plus dans leur vie qui permet d'être encore une personne encore meilleure. C'est dingue, hein, mais des règles banales, pour nous, c'est normal. Mais juste mettre les claquettes quand tu sors du tatami, être propre au niveau des ongles, au niveau de l'hygiène. Et ça, c'est un truc que ça s'apprend pas forcément dans la vie de tous les jours, mais par contre, quand tu rentres dans le dojo, il y a des règles qui sont différentes de dehors. Et il y a des grands bonhommes de 30 piges, il faut leur dire. Hygiène, respect, on monte sur le tapis, on attend l'autorisation si je suis en retard. Si je te fais signe, tu peux venir, tu dis bonjour à tout le monde. Et puis en fait, ça déroule tout seul. En fait. On n'a même plus besoin de faire de rappel, nous, en début d'année. Maintenant qu'on a des gradés, tout le monde fait la sphère. En fait, c'est communautaire, c'est-à-dire que même si nous, on ne le fait pas, les autres de la communauté, les élèves, ils rappellent aussi à l'ordre ceux qui ne suivent pas le plan. Et ça marche comme ça. Puis ça rentre dans un moule et tout se passe bien, quoi. Oui, c'est frappant. Moi, je vois, en début d'année, on voit des fois quelqu'un qui aide un débutant à faire sa ceinture.
Et le gars qui aide, c'est un ceinture blanche lui-même, mais qui aide. Et Mais c'est, peut-être que c'est un sentiment jusqu'à un Voilà. an. Et Voilà. du coup, Ouais. le peu qu'il a appris, il a mais envie il de le transmet quelque transmettre. chose et déjà, ça rentre. C'est C'est- quelque chose qui c'est est l'envie vrai de au transmettre. jiu-jitsu. C'est qu'il y a énormément d'élèves qui ont envie d'aider les nouveaux qui Mm. viennent. Mm. C'est vrai que ça, j'ai remarqué. Des fois, quand je demande à... Parce qu'il y a un nouveau qui arrive, souvent au début d'année, et que je peux pas gérer tout en même temps, le cours en même temps, et ben du coup, je mets un gradé avec, et eux, ils adorent transmettre et s'occuper de ça. Ça- C'est une façon de redonner ce qu'on a reçu. Mhm. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'on le donne bien. Ouais. Peut-être parce qu'ils ont galéré au début. Aussi. Ils ont envie d'aider. Ouais. J'ai galéré, mec, je sais, j'ai été à ta place. J'ai Faut que toujours tu fasses remarqué comme que ça. le jiu-jitsu, c'est un des sports les plus collectifs qui soit. Ouais. Quoi Ouais, j'ai vu ça dernièrement. C'est-à-dire que les sports d'équipe, c'est pas Ouais. forcément des sports collectifs. Et nous qui sommes dans un sport individuel, c'est un des sports les plus collectifs. Ouais, c'est le J'ai sport individuel jamais le plus vu collectif. un sport qui prenait autant de place dans la vie de quelqu'un. C'est incroyable. Mm. Quand tu commences à être piqué de jujitsu, tu penses qu'à ça tout le temps, tu vis de ça. C'est incroyable le temps que ça prend. C'est vraiment... Et je pense que c'est pas vrai dans tous les sports. Ça, c'est ouf. Ouais, il y a un lifestyle. C'est juste- Mm, mm. En fait, le sport est tellement dur que Mm. si t'as pas le bon lifestyle à côté, tu te mets des bâtons dans les roues et t'as pas besoin de te mettre des bâtons dans les roues, c'est déjà trop dur comme sport. Donc t'as Mm. envie de faire tout bien pour que le jiu-jitsu se passe bien et que tu progresses vite. Ça influe sur ta vie, quoi. Et en même temps, il est accessible à tout niveau, tout âge, tout sexe, toute envie. Et ça, c'est pas vrai non plus dans tous les sports. Je vois l'expérience qu'on avait du judo. Et dans le judo, par exemple, je trouve qu'il y a quand même moins de partage, par exemple, entre clubs. Tu vas pas aller t'entraîner chez un autre, quoi. Tu es dans ton club ou tu es en structure, mais tu vas pas forcément dans le partage. Et puis commencer le judo sur le tard quand tu es master XXX, bah franchement, c'est pas simple parce que ça fait mal et parce que il n'y a pas de circuits qui sont faits pour toi. Alors que le jiu-jitsu, par essence, c'est vraiment, sans exagérer, fait pour tout le monde, n'importe quel âge, n'importe quel niveau, n'importe quel horizon de vie, quoi. Et du coup, tu rassembles sur le tapis, et comme on disait, un jeune de 18 piges qui a les dents qui rayent le parquet, un mec de 35 ans qui est en after work, il a bossé comme ça toute la journée, et c'est trop bien parce qu'on est tous ensemble et on se défoule et on apprend des choses et c'est incroyable. Mm. Enfin bon, on est convaincus, on va pas Bien, faire bien notre sûr, église, on est mais, tous convaincus. Et toi, qu'est-ce que ça t'a apporté du coup, en dehors du tatami? moi, personnellement, je pense que ce qui m'a le plus apporté, c'est quand j'ai commencé l'enseignement. Parce que comme dit Gab, on est depuis tellement longtemps dans le sport, on est né avec ça, en fait, on s'est construit autour de ça. Donc j'aurais du mal à identifier. Pour moi, c'est pas ce que ça m'apporte. Je Oui. suis sport de combat, en fait. Je suis judo. Mais par contre, ce qui m'a vraiment apporté, c'est plus le côté enseignement, transmission, que je pensais pas forcément. Franchement, si on m'avait dit il y a 5-6 ans tu vas donner des cours, franchement, j'aurais pas pensé. Et donc voilà, donc je dis que c'est plutôt ce côté enseignement qui me touche profondément et je me redécouvre en fait aussi dans le boulot, je suis manager. Mais en fait, du coup, je suis un peu manager sur le tapis aussi, parce qu'on malgré tout, encore plus chez les filles, on se connaît, on manage aussi de l'émotionnel beaucoup, parce qu'il y a, enfin, je veux dire, les garçons en général, quand ils arrivent, ils font un cours d'essai, ils ont vu 50 vidéos de l'UFC, de machin, et ils sont là, je veux faire du jiu-jitsu. Ils se posent juste la question de quelle salle. Les filles, elles rentrent là, elles savent mais jamais. La plupart du temps, elles sont arrivées un peu par hasard, et il faut mais répondre à 1 million de questions qu'elles ont en elles. Est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que ça va être fait pour moi? Je sais pas si je m'inscris, je doute. Moi, j'aime beaucoup ça. Les garçons, ils ont moins la patience. Et moi, j'adore accompagner dans c'est du développement personnel, en fait. Et du coup, en fait, moi, je l'ai beaucoup pratiqué pour moi et j'aime le pratiquer pour mes élèves. J'aime les élever, les aider à s'élever au-delà de tous ces doutes, quoi. Après, ce que ça nous a apporté à tous, je pense, ça nous a apporté une équipe. C'est vraiment, on a rencontré des gens qu'on n'aurait peut-être jamais rencontrés de toutes les classes sociales possibles, de tous les âges possibles. Et ça nous a fait une grande famille, en fait. Et là, on a envie de terminer le podcast pour rejoindre les gars, parce qu'ils sont en Oui, c'est entraînement. vrai. On est en entraînement dans pas longtemps. On a envie de rejoindre les gars, et c'est fou. Je pense qu'il y a très peu de boulot où l'après-midi, tu es chez toi, tu te dis, putain, j'ai hâte d'être ce soir quand même pour rejoindre mes gars et mon équipe et aller voir tout le monde. Et Ah, Je sais que ça prend de la place, c'est que nos élèves sont nos amis, c'est avec eux qu'on sort le soir, c'est avec eux qu'on discute la journée. C'est avec eux qu'on C'est ça, qu'on c'est on nos se voit potes, le en fait. week-end, C'est qu'on nos part en potes. vacances. C'est en fait notre cercle d'amis très très proche, c'est notre salle, quoi. Donc c'est cool. On a construit une grande famille. Trop génial. On arrive bientôt à la fin.
Votre club, il s'appelle Impact. Impact Jiu-Jitsu. Avec un logo, avec un i. Bon, on mettra le logo. Non, moi, je connais très bien le logo. Et Oui. du coup, est-ce que vous pouvez nous parler de l'histoire de ce logo Alors, et bon, du je nom débute. Alors, il y a 2 salles Impact, Impact et Impact Fight et Impact Jiu-Jitsu, à Aix-en-Provence. Moi, quand j'étais le premier à commencer à enseigner parce que j'étais, du coup en apprentissage, pour un BPJEPS judo Jiu-Jitsu, donc je commençais à apprendre à enseigner, avec un gars qui s'appelle Flo, qui lui avait créé Impact Fight à Avignon. Et du coup, dans l'histoire, j'ai passé mon diplôme avec lui, je l'ai validé, il déménageait sur Aix, et on s'est dit: «Ben, viens, on ouvre une salle ensemble». Donc on a ouvert une salle, ensemble qui était Impact Fight Aix. Et du coup, on est restés 3 ans ensemble, on était associés, on est toujours, mais on a gardé le même nom, quoi. Et on a grandi, on a appris à développer cette salle ensemble. Et à la fin, quand ça a commencé à devenir trop petit, commençait à avoir trop de monde, on s'est dit, bon, bah, il est temps d'avoir une salle chacun et de créer une équipe. Et du coup, ben là, c'est là que ta sœur, elle est rentrée en jeu. Ouais. Parce En que, fait, on voulait redynamiser un peu l'image Impact Fight, le côté fight, ça nous correspondait plus forcément. Nous, on voulait vraiment spécialiser dans le jiu-jitsu, là où Flo, lui, il est fort dans tous les sports de combat, on va dire. Il fait beaucoup de boxe, de MMA. Donc, du coup, on a voulu épurer un peu le logo, repartir sur une nouvelle idée. Ma sœur étant graphiste, on a bossé avec elle. Et donc, on a posé pas mal de mots, la sincérité, le travail, etc. Et on en est sorti du coup avec une charte graphique et ces couleurs qu'on aime beaucoup. un peu pastel, Ouais, bleu on- vert, ouais, c'est qui ça. ressortent beaucoup. Et qui est déclinable dans plein de choses différentes. On est beaucoup inspiré de la culture japonaise, évidemment, même si on vient du jiu-jitsu brésilien, on vient quand même du judo à la base. Mm. Et puis on est assez fans de manga tous les trois. Donc du coup, derrière ces couleurs un peu vertes, sable, etc., ça peut vachement se transposer dans l'univers japonais. On a pas mal de collections de kimonos et de vêtements très aboutis, sur lesquels on passe beaucoup de temps et que d'ailleurs nos élèves adorent et même on voit maintenant des Kim Impact chez des gens qui sont pas forcément de Impact parce que juste ils aiment le design. Mm. Et donc la marque, ça a une notion importante pour nous, un peu plus épurée. Oui. Sortir un peu de ce truc de salle de combat pure, vraiment plus dans nos inspirations à OJ, des choses un peu plus épurées comme ça. Et voilà. Voilà, du coup, nous, on a ouvert cette grande salle et on s'est focalisé. Nous, notre but, c'était de faire une académie de Jiu-Jitsu. Donc, on a appelé ça Impact Jiu-Jitsu. Et on a pris ce I slashé qui nous parlait. Et du coup, Flo est resté sur la salle du centre-ville et lui, il a plus fait du MMA, mais avec du sol. Et lui, il s'appelle Impact Fight X. D'accord. Et du coup, mais on combat sous la même équipe, on cumule les points ensemble. Et cette année, c'est vrai qu'on s'est posé cette question. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé et qui nous ont demandé de s'affilier à nous pour combattre sous la même équipe, qui kiffent l'image qu'on renvoie, qui ont envie de porter nos kimonos, notre image. Et c'est vrai que ben, on a du mal à partager cette image. En fait, je pense qu'on a envie de préserver, de la garder pour nous. Et que bah, si on peut combattre sous la même équipe, mais chacun garde sa charte graphique, chacun garde son logo. C'est vrai que c'est un peu notre bébé, donc on a du mal par exemple, C'est le début. à l'image Ouais, après, d'un MK Team où il y a des MK Team de partout, tout le monde a le même logo. Nous, on a envie de préserver un peu ce truc à l'image de AOJ où ben, le seul AOJ qui existe, c'est celui des frères Mendes. On s'est dit, en fait, si les gens viennent à Impact Jiu-Jitsu, c'est pour voir Jus, pour voir Gab, pour voir moi. Je trouve que ça a moins d'intérêt si, par exemple, il y a un Impact qui s'ouvre à Paris et qu'on n'y est pas, quoi. Ça va pas être la même chose. Vous n'êtes pas prêt à faire une franchise. Pour l'instant, en tout cas, Pour le non. moment, pour l'instant. Mais on peut combattre sous la même équipe, on peut cumuler les points, on peut Faire du partage. faire du partage autrement. Mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est pas quelque chose qui est au programme. Bah, en fait, on doit le peaufiner aussi. C'est notre deuxième rentrée, ça fait 1 an tout pile, ça fait 1 an et quelques mois. Mm. Donc je pense qu'on a le temps encore. Ouais, c'est peut-être que déjà qu'on est
peut-être trop petit, c'est trop prématuré, on a envie d'évoluer au max le truc. Peut-être qu'un jour, on changera même de logo, qu'on changera même de nom, qu'on fera une nouvelle chose. Mais aujourd'hui, c'est clair qu'on a envie de développer notre école de notre côté. Moi, à chaque fois qu'on parle des logos, c'est une grande histoire, j'adore. Et merci beaucoup pour l'explication sur les couleurs que j'allais demander. Parce que justement, c'est des couleurs très originales. Ça sort vraiment du noir, du rouge, un peu du bleu qu'on voit partout. Et en fait, vos couleurs un peu pastel, je mettrai des images. Ça on change du mettra côté des guerrier images. habituel. Oui, c'est vraiment très sympa. Le, quoi. le vert pâle sur de vert d'eau presque. Kimono blanc ou noir, c'est particulier. Et puis on vous reconnaît votre équipe tout de suite. On vous reconnaît Exactement. direct C'est avec ça, un en bout de fait. kimono. On voit du vert, votre vert là, on sait que c'est Impact. Il n'y a que vous. quoi. Là, C'est- ma sœur va être contente, hein, parce qu'elle, c'est la C'est le pro but. des couleurs, elle adore les couleurs et elle travaille vraiment bien sur ce sujet-là. Donc elle va être contente On avait d'entendre beaucoup hésité sur la charte graphique, on avait renvoyé. C'est vrai que quand on a fini sur ça, c'était. ça. Ouais, on est content. Et puis on peut le décliner à l'infini. On est en train de faire la nouvelle collection de kimono là, donc vous verrez ça bientôt. Trop bien. On prendra des images, on les collera sur la vidéo. On est à la toute fin. Juste un petit mot sur la technique que vous allez, les techniques que vous allez nous envoyer en tuto. Ah oui, bah du coup, l'idée que Alors, tu as eue tout à du l'heure. coup, nous, on est réputé pour être un club de passeurs. C'est vrai que Gab est un passeur de garde, moi je suis un passeur, Ju est passeuse. Donc, je pense qu'on va montrer un système avec notre passage de garde préféré. Donc, Bah, Oui, à partir de la demi. des passages à partir du quarter ou de la demi. Moi, j'aimerais bien montrer le long step que je fais beaucoup en ce moment, que ça soit à droite ou à gauche, et qui m'a permis de faire médaille de bronze là au Sekula Flow. J'ai passé des gardes comme ça, donc ma dernière compétition. Donc pourquoi pas montrer ça. Toi, tu veux montrer quoi Moi, je pensais montrer le knee slide, du coup. Ouais. Avec tes détails Simple à et toi. efficace, avec mes détails, ouais. Dans la même veine, je vais voir si c'est plutôt si j'en fais un genre side smash ou alors peut-être il y en a un que j'aime bien aussi un peu en floating pass, je sais pas, on va voir, C'est mais pas mal. ça va être intéressant. Donc école de passeurs, c'est moi j'aime bien nous aussi, c'est Ah bah, les passeurs chez ouais. vous. Et c'est peut-être parce que vous venez du judo aussi. Possible. Ouais, ça c'est- change. C'est genre. Mais c'est vrai qu'on commence tous les cours avec du drill du passage et on revoit, on fait du passage, on fait du passage. Et c'est vrai que les gars, ils mangent du drill de passage de garde, quoi. Au moins, si pour ceux qui s'entraînent le plus, au moins 4-5 fois par semaine, quoi. C'est la clé, je pense. La répétition. Je pense qu'on est vraiment à la toute fin. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre dont vous vouliez parler, qu'on n'a pas Vous êtes abordé? accessible sur les réseaux, vous avez des. Ouais, Bien carrément. sûr. bah, Ouais. On travaille beaucoup. C'est ça. En fait, on a un élève qui est aussi notre ami, hein, et c'est donc la personne qui est avec moi sur les vidéos, sur notre chaîne YouTube, qui fait toutes les vidéos du club. C'est lui, c'est le community manager, quoi. Il Donc, s'occupe du Insta. Donc, Impact Jiu-Jitsu sur Insta. Mm, mm. Et vous pouvez D'accord, suivre Jiu-Jitsu. et on reste Il y a nos pages accessible. perso, hein. Et puis nos pages perso. Ouais. Moi, c'est Sam Chani sur Insta Voilà, Gab et Chani, Juliette Tartin. Tartin. Ouais, c'est Juju TNG, j'ai Ouais, fait Juju. genre en sous-marin, quoi. De toute façon, on est dans la bio du club. Oui, Impact On mettra Jiu-Jitsu. tout en on description, mettra de toute façon. tout, dans la bio, tous on les y est. liens. On va Un vous site suivre. internet aussi sur lequel il y a Et pas on- mal d'infos pour ceux qui voudraient venir tenter l'aventure avec nous. Il y a pas mal d'infos aussi, et c'est bien fait. Donc. Bah, voilà, c'est ça en fait, c'est qu'on a pris du temps et pour mettre en place les leviers des réseaux sociaux. Je pense que c'est super intéressant. Donc, le site internet, nos comptes Insta respectifs, le compte Insta du club, ça nous prend du temps. Je pense que c'est cool. C'est cool, il y a plein d'informations et surtout on reste accessible si des gens veulent nous envoyer des messages pour même nous demander des conseils techniques ou s'ils veulent se mettre à la compétition ou pas. On reste accessible, on répond à tout le monde et c'est cool que ça soit le compte du club ou nos comptes perso. Et là on a un projet, on va sûrement intégrer la banque de vidéos en ligne sur le site du club, donc affaire à suivre. On aimerait bien mettre tous notre programme fondamentaux en libre accès sur notre compte club. Trop bien. Pour voir si peut-être d'autres Open clubs source. d'autres clubs vont s'en inspirer ou voir quelle est notre méthodologie nous pour former un ceinture blanche jusqu'à la ceinture bleue. Toute notre méthodo, une petite 50aine de vidéos base. Excellent. Beau Trop projet. bien. Beau projet, ouais. On est au Ouais, bout, on a voilà, fini. Merci beaucoup d'être venu Merci de nous nous avoir. échanger avec nous aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Merci, c'était cool. Merci à Merci. vous, c'était génial.